Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver. Le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'accueille Clémence. Bonjour et bienvenue Clémence. Salut Lucie, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie de t'accueillir parce que tu sais, tu es la deuxième invitée belge du podcast Ah, après Amandine de l'épisode oh, 17. Voilà. trop bien, je suis honorée de passer après Amandine, qui est très chouette aussi. Bah ouais. Avant de démarrer, est-ce que tu peux expliquer notre lien, comment on s'est connus? Eh bien, on s'est rencontrés, toi et moi, Lucie, grâce à Aline Bartoli, qui est à l'entreprise The Bee Boost. On a toutes les deux travaillé pour elle dans son programme de la BSB Academy, où on avait chacune des rôles différents. Donc, en fait, j'étais coach d'une classe et moi, j'étais mentor de la même classe. Et donc, ben voilà, on encadrait des baby entrepreneuses, des entrepreneuses en devenir à les motiver d'une part et puis voilà, les coacher d'autre part. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement, la classe prune. Yes, hein. Alors, j'aimerais pour démarrer maintenant, Clémence, que tu te présentes et il faudrait donner ta qualité principale dans ta Ah, présentation. ah, Je oui. t'écoute. Alors, mais donc je suis Clémence Le Joly, je suis belge effectivement, donc si j'ai un petit accent, c'est pour ça. J'ai 35 ans, je suis donc psychologue spécialiste du sommeil. Je suis très dynamique et j'ai bien aimé la présentation de ton podcast parce que je pense que là, pour la bonne humeur, on va y être. Et je pense que ce qui ressort le plus comme qualité principale et particulièrement dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de déterminer. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un mot qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, c'est un mot qui me suit dans toute ma carrière de psy. Déjà, il m'a permis d'avoir mon premier, enfin, mon seul job salarié, en fait. C'est quand j'ai dit ce mot-là à mon entretien d'embauche que j'étais quelqu'un de déterminé, j'ai vu les yeux de ma RH et de ma directrice de département s'illuminer en mode oh, c'est ça qu'on cherche et je pense clairement que c'est une qualité qui me porte au quotidien dans l'entrepreneuriat aussi. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation plus professionnelle. Donc j'accompagne les entrepreneurs à mieux dormir, à vraiment améliorer la qualité et la durée de leur nuit pour être plus productifs et faire plus de chiffre d'affaires, évidemment. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et je forme également les professionnels de la santé et du bien-être au sommeil parce que j'étais beaucoup trop seule dans mon domaine. Euh, donc voilà, je transmets mes connaissances et mon expertise à d'autres professionnels. Ça, c'est pour ma casquette professionnelle. Et puis après, d'un point de vue privé, je suis mariée, j'ai un teckel, je suis l'heureuse maîtresse d'un teckel et d'un magnifique chat aussi. Voilà. Et donc, j'ai un peu un mantra, c'est que la vie est plus belle après une bonne nuit de sommeil. Ça Ouais. résume bien, je pense, ma philosophie. Et justement, tu as parlé de détermination. Quelle définition, toi, tu as de la détermination? C'est quoi pour toi? Ouais, la détermination, c'est d'avoir une idée claire de ce que je veux et de tout mettre en place pour y arriver, quelles que soient les embûches et voilà, les choses qui se présentent sur mon chemin, c'est vraiment d'arriver à développer des stratégies pour dépasser mes embûches. Alors parfois, clairement, ça m'a porté préjudice, hein. Je suis passée, et on en reparlera peut-être, je suis passée par la case burn-out, hein. Oui, je Donc, pense qu'on va en donc parler. voilà. Voilà, et donc c'est clair que ça peut aussi avoir un revers de médaille, mais malgré ça, je pense quand même toujours à l'heure actuelle que c'est un peu mon côté buté, obstiné et ouais, et déterminé. On en rigole souvent avec mon mari parce que mon mari, parfois, il peut me donner des idées, des suggestions et tout. Je fais, ah ouais, 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 mais non, en fait. Non, parce que ça correspond pas à mon idée et à comment moi je vois les choses. Et généralement, je vois juste parce que j'ai une intuition aussi qui est assez fine, je pense. Hmm. Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant de ton parcours? Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Alors quand j'étais vraiment enfant, mais je pense que j'avais envie de faire plein de métiers différents. J'ai pas eu, une vocation dès, mes 5 ans à devenir psychologue. D'ailleurs, je savais pas ce que ça voulait dire. Mais voilà, je pense que il y a eu quand même beaucoup l'attention aux autres, hein, puéricultrice, sage-femme et d'ailleurs, c'est comique, une de mes sœurs est devenue sage-femme entre-temps. Voilà, vétérinaire, des choses comme ça. Voilà, mais en fait, ma détermination et enfin ma conscientisation du métier de psychologue, ça s'est vraiment fait aux alentours de mes 14-15 ans.
Euh, Ok. Parce qu'en fait, j'ai vécu un trauma quand j'étais jeune, enfin, ouais, entre enfant et ado, quoi. Et j'ai été consultée pour passer au-dessus de ce trauma. J'ai été consulter une kinésiologue Ah oui, qui m'a d'accord. beaucoup aidée. Qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et en fait, je me suis dit, ben, ok, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça comme métier. Je vais aider les autres. Ça, moi, ça m'a aidée, etc. D'ailleurs, c'est la première fois que je raconte ça, tiens, c'est comique. Mais je me suis dit, mais kinésiologue, c'est pas reconnu, c'est pas un titre reconnu, etc. Donc, je vais faire la psycho. Et puis après, une fois que j'aurai mon diplôme en poche, parce que je viens d'une famille où c'est important de faire des études, etc. Ok. Donc, voilà, je vais faire des études. Et puis après, je me spécialiserai. Et puis finalement, j'ai fait mes études et ça m'a bien convenu comme ça. Donc, je me suis spécialisée dans plein de choses. Puis j'ai découvert le sommeil. Je ne me suis pas spécialisée en kinésiologie parce que ça me parle moins à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas, c'était mon attrait à aider les autres. Ok. Et tu as commencé en tant que salarié, tu as été salarié pendant Ouais. combien de temps? Oui, donc en fait, moi, j'ai été salariée pendant une petite dizaine d'années. J'ai travaillé en fait en milieu hospitalier. J'ai commencé en janvier 2014 et j'ai démissionné dans le courant d'année 2023 suite à mon burn-out. Donc voilà, j'ai travaillé là quand même une petite dizaine d'années. Et voilà. Et en fait, dans l'hôpital où j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs services. J'ai d'abord commencé à travailler en oncologie et en soins palliatifs. Donc à Hmm. 23 ans, je côtoyais la mort hein, tous les jours et Ouais. les gens en fin de vie. Et puis, j'ai été recrutée, j'ai envie de dire, j'ai rejoint l'équipe de pneumologie. Et en pneumologie, il y avait le laboratoire du sommeil. Et c'est là que j'ai découvert l'univers du sommeil parce que l'hôpital n'avait pas beaucoup de bureaux. Et donc, bah, comme moi, j'étais un petit peu un électron libre, mon chef de service m'a dit, bah, tu peux aller, ton bureau, ça peut être dans le laboratoire du sommeil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à papoter avec mes collègues et à voir ce qu'ils faisaient. Je trouvais ça super intéressant. Puis je me suis formée et mon chef de service avait bien compris qu'il avait tout intérêt à cultiver mon intérêt, ma curiosité et à me former si je voulais rester. Donc voilà, donc il m'a Hmm. donné accès à plein de formations auxquelles j'aurais pas eu accès si j'étais à mon compte par exemple. Et voilà, et donc du coup je me suis formée au sommeil et en fait là ça fait 7 ans et je me suis toujours définie comme quelqu'un de multipassionné. Hmm. Et je m'étonne moi-même qu'après 7 ans, je sois toujours aussi intéressée par le sommeil. Ça montre à quel point c'est un sujet tellement vaste. Du coup, le sommeil, il est arrivé par hasard pour toi dans ta vie? Oui, oui, en fait, c'est vraiment, je vais dire, un concours de circonstances et un centre d'intérêt. Je me suis pas orientée vers le sommeil parce que j'ai eu moi-même des troubles du sommeil. Non, c'est vraiment ouais, par curiosité par ce sujet. Et comme c'est un sujet vraiment qui continue encore à l'heure actuelle de me nourrir et Hmm. voilà, de se développer, etc., ben, j'y suis toujours. Et la transition à ton activité aujourd'hui, elle s'est faite comment? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement? Alors, ben, malheureusement, il s'est fait dans la douleur, hein. Donc voilà, en mai 2022, un jour, je n'ai plus pu assurer mon travail à l'hôpital. Donc voilà, je me suis effondrée et donc j'ai été en arrêt maladie pour épuisement. Et voilà. Au début, je croyais que j'allais pouvoir y retourner parce que bah, là-bas, c'était un peu le boulot de mes rêves et j'étais partie pour faire ma carrière là-bas, à la limite. Enfin, ça me faisait un peu peur quand même, hein, de me dire que, dès mes 23 ans, de me dire que je pouvais faire toute ma carrière là-bas. Mais bref, et puis surtout, j'avais appris tellement de choses et je me sentais tellement redevable aussi. Mais en fait, très rapidement, de un, mon mari m'a dit, mais de toute façon, c'est hors de question que tu y retournes parce qu'en fait, Hmm. là, t'es trop loin et dis-toi bien une chose, c'est que tu ne vas pas y retourner. Et bon, j'ai été bien accompagnée aussi par des professionnels, par ma médecin traitant, par une psy, etc., qui m'ont bien aidée par rapport à tout ça. Voilà. Et puis en fait, je t'avoue très honnêtement que moi, mon idée, c'était même carrément de faire tout autre chose. J'étais vraiment en perte de sens. Je ne savais plus ce qui m'animait. Bah, d'ailleurs, vraiment, moi, ce qui a attiré mon attention sur le fait que j'étais en train de me cramer, c'est que je perdais ma joie de vivre. Tu vois, mon mari Hmm. m'avait déjà alerté par rapport à ça, en mode, tiens, je te reconnais plus, t'es plus la Clémence joyeuse, pleine de vie que je te connais au Hmm. quotidien. Bref, et donc je perdais vraiment.
Ouais, tout mon sens. Et bon, il faut savoir aussi que dans l'histoire, ce qui rentre quand même dans l'équation, c'est que ma maman est malade. Ma maman a la maladie Mm. d'Alzheimer. Elle est malade depuis qu'elle a 63 ans, donc c'est très jeune. Mon papa est décédé en fait aussi dans la foulée, dans mon hôpital. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui me faisait un peu, qui crée une incohérence en moi, en mode, ben, j'ai envie d'aller bien parce que la vie est courte et que je viens de perdre Mhm. mon papa, que potentiellement, ben, on ne sait jamais que comme ma maman, je sois malade, jeune, etc. Donc j'ai une urgence de vivre et à la fois, j'ai plus le jus, j'ai plus le carburant, je suis épuisée et je me suis épuisée aussi à aider les autres. Mm. Donc je pense que tout ça a été vraiment très compliqué et flou par rapport à moi, par rapport à mon projet professionnel. Et en fait, à un moment donné, je réfléchissais à quoi faire. J'avais découvert déjà le monde de l'entrepreneuriat en ligne, qui Ok. m'attirait beaucoup. J'avais vu qu'il y avait moyen de développer des activités via Instagram, par exemple, etc. Ça m'intriguait beaucoup. Et d'un autre côté, j'avais une peur du manque. Je voulais créer quelque chose très vite, très fort, mais je savais pas quoi. Donc, j'étais complètement perdue. Et à un moment donné, c'est mon mari qui m'a dit, mais tu sais, tu réfléchis là à quoi faire, comment développer, nanana, quelque chose qui a du sens et qui puisse se faire en ligne. Mais tu sais que tu as des connaissances et des compétences extraordinaires qui peuvent être utiles à tout un tas de gens, qui sont utiles au monde. C'est le sommeil, quoi. Mm. Je dis oui, c'est vrai. Et d'un autre côté, ben, j'étais encore en arrêt maladie à ce moment-là, donc je me le sentais pas du tout de faire de la concurrence directe à l'hôpital aussi, hein. Donc voilà, donc au début, ben, je me suis dit, ben, je vais lancer un compte Instagram, on verra bien. De toute façon, j'ai tout en moi, j'ai toutes les connaissances, Oui. j'ai tout. Bah, ça ne me coûte rien d'essayer. Mais je le faisais très timidement parce que j'avais trop peur qu'on me voie, j'avais trop peur qu'on me remarque, j'avais trop peur, Mm. voilà. Et puis un jour, un de mes collègues a trouvé Mm. mon compte Instagram et m'a dit, mais en fait, ça, c'est toi. Je dis, oui, Mm. mais ne le dis pas. Voilà. Et puis, en fait, même pas 6 mois plus tard, je démissionnais. Donc, ouais, non, même pas 6 mois plus tard, 4-5 mois plus tard, je démissionnais parce que j'ai senti qu'il y avait de l'intérêt, parce que je commençais à avoir mes premiers patients. Et là, je me suis dit, bon, ok, les feux sont quand même plutôt ouverts et je vais continuer dans cette voie-là. Et franchement, maintenant, je remercie mon mari parce que il a eu raison de m'encourager dans quelque chose qui faisait sens pour moi, qui me reconnectait. Parce qu'en fait, ce que je n'arrivais pas à voir à ce moment-là, c'était qu'il y avait tout à fait moyen de continuer dans ma zone de génie, mais différemment. En fait, Mm. moi, avant ça, n'avais connu que le cabinet en blouse blanche, à enchaîner les patients à la chaîne, à ne plus savoir même qui j'avais en face de moi parce que mon agenda était tellement rempli que, bah, au lieu de voir comme je l'aurais voulu mes patients tous les 15 jours, je les voyais bah, tous les mois ou tous les mois et demi. Donc, bah, en fait, je faisais pas du bon travail. Du coup, j'avais pas les résultats que je voulais, et enfin, ou que mes patients voulaient. Et donc, enfin Mhm. voilà, c'était très compliqué. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux travailler autrement. Et comme je le veux au final, avec la créativité, comme je suis très créative, dire, mais en fait, si je fais des choses en ligne, enfin, si je fais des accompagnements en ligne, ben, je peux aussi créer des vidéos, faire des supports, envoyer des documents à mes patients, prendre des nouvelles de mes patients entre les séances, toutes des choses qui étaient inenvisageables en bossant en milieu hospitalier. Mm. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je leur remercie là maintenant de m'avoir ouvert cette possibilité-là. Et il y a deux trucs sur lesquels je veux rebondir. Le premier, c'est, tu as dit, j'avais plein d'autres idées. Ouais. C'était quoi tes autres idées? Ouh, ça partait dans tous les sens. Alors, j'ai eu envie de faire un blog de randonnée, voyage, etc. J'ai eu envie de faire un blog sur le vin, parce que je suis très amatrice de vin, je m'y connais très très bien en vin. Ok. Je voulais aider les gens à se reconvertir professionnellement. Enfin, fou, c'est parti vraiment dans tous les sens. Mais au final, ça ne marchait pas. Et puis, j'avais pas la flamme, je n'étais pas animée, j'aurais pas pu en parler nuit et jour, quoi. Tu vois. Mm. Donc ça, c'était la grosse différence. Et mon deuxième truc, c'est à quoi ça ressemblait une journée à l'hôpital? Alors, une journée à l'hôpital, ça ressemblait à quoi? Beh, je pointais déjà, je pointais le plus tôt possible, Mm. genre à 8 heures. Je prenais un café avec mes collègues et puis j'enchaînais les consultations toute la matinée, généralement. Donc et là, en fait, c'est ça qui est devenu problématique à la fin, c'est qu'à la fin, j'avais même plus assez de place, donc je les surbookais. J'avais 5 créneaux à la suite, beh, j'en mettais 6 ou 7.
Voilà, du coup, je rabotais sur ma pause de Oh. midi et tout. Et puis l'après-midi, soit on avait des réunions d'équipe, soit je devais faire des bilans et les envoyer aux médecins traitants parce que voilà, on insistait beaucoup sur la communication avec les médecins traitants, Hmm. etc. Donc je rédigeais tous les rapports, etc., etc. Voilà, ou alors j'étais aussi parfois appelée en chambre pour, voilà, je faisais aussi la prise en charge de l'anxiété. Donc, j'avais des patients, par exemple, insuffisants respiratoires, qui faisaient des crises d'angoisse, des choses comme ça, parce que voilà, ils ont du mal à respirer. Voilà, donc j'étais appelée voilà, en chambre, en hospitalisation, voilà. Mm. Hmm. T'as été accompagnée pour te lancer? Accompagnée, non, enfin, pas par une structure fédérale ou de ma région ou des choses comme ça. Non, j'ai cherché moi à me former, mais du coup, j'ai pas du tout fait les choses dans le bon ordre. Tu vois, par exemple, quand je t'ai dit, j'ai voulu lancer un blog sur le vin, par exemple, en fait, j'ai acheté Ouais. une formation sur le blogging. Sauf qu'en fait, et il y a des personnes qui me connaissent dans l'assemblée, vous savez que je préfère 1000 fois la vidéo à l'écriture. Je déteste écrire. Et donc, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais en fait, je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Moi, j'ai vu cette formation-là, j'ai suivi les masterclass, machin. Je me suis dit, bah oui, génial, c'est ce qu'il me faut. Mais en fait, non, pas du tout, parce qu'il y avait d'autres manières, mais je ne le savais pas. Et puis après, j'ai acheté une autre formation, mais c'était quoi? Pour développer ses offres en evergreen. Mais Ok. n'importe quoi, j'avais pas du tout d'offres. J'avais jamais rien vendu. Tu vois, mais même chose, en fait, je me rendais pas compte du panel de possibilités. Et donc, moi, je voyais ça, je disais, oh, ouais, génial, mais bon, 2000 boules par-ci, 2000 boules par-là. Puis après, je me suis un peu posée en mode, bon, là, tu es en train de griller toutes Hmm. tes économies, ça va pas être possible. Et voilà, puis après, j'ai pris le temps, j'ai écouté des podcasts, entre autres celui d'Aline pour le coup. Hmm. Et voilà, et la formation vraiment qui m'a aidé à mettre un petit peu toutes mes idées en place, de la structure est posée, c'est celle d'Aline évidemment, c'est la BSB Academy, où là, ça a été le déclencheur. Et puis après, en fait, à partir de là, j'avais tellement écouté ces podcasts et je la suivais tellement assidûment, Aline, que je savais que suivre sa formation, ça allait être full valeur, parce qu'elle est hyper généreuse. Et puis, après ça, je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'ai un fonctionnement où j'ai besoin de me faire accompagner. Donc, je n'ai pas arrêté. Depuis, j'ai fait plein de trucs, hein. Je me fais coacher par des coachs. Je me suis fait accompagner sur la structure de mon entreprise, vraiment tout le Hmm. côté process, financier, etc. Ce qui me manquait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis formée à la vente. Je me suis formée. Enfin, voilà, en fait, j'ai pas arrêté. Et qu'est-ce que tu n'as pas Voilà. fait? Je crois la question. Ouh! Ah ben, il y a toujours moyen de trouver, hein, parce que je vais trouver encore pour l'année prochaine, voilà, à un moment donné, ce sera les investissements, ce sera, tu vois, il y a toujours Ouais. moyen de se former. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ton activité? Ah, ce qui fait sens pour moi, c'est c'est vraiment, c'est de diffuser un message d'utilité publique et qui devrait être accessible à tout le monde, tu vois? D'ailleurs, moi, j'ai souvent des patientes qui me disent: «Mais pourquoi tout ce que tu me dis, tout ce qu'on voit ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas à l'école?» Je dis: «Je suis tout à fait d'accord avec toi». Ça devrait être vu à l'école. On voit, ouais, des bribes de sexualité, de système reproducteur et cetera à l'école, on parle pas de sommeil, tu vois? Et donc en fait, j'ai juste l'impression, parfois, de révolutionner la vie des gens par des trucs basico-basiques en fait, de leur vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas, il dort pas 365 jours par an. Allez, 360 si on est positif. Mais Ouais. voilà, en fait, c'est une douleur euh, quotidienne. Et donc, changer ça dans la vie des gens, c'est énorme. Et parfois, je l'oublie. Parfois, je l'oublie à quel point c'est énorme. Justement, j'ai une formatrice qui m'a dit il y a quelques mois une phrase qui résonne encore beaucoup en moi. Elle m'a dit, mais Clémence, toi, tu côtoies l'extraordinaire. Elle dit, toi, t'imagines, ton job, c'est de faire dormir les gens. Tu aides les gens à dormir, Clémence. Je dis, ben oui, oui. Elle fait, mais c'est incroyable. Elle dit, t'imagines ce que tu fais, ton job, la valeur, la puissance. Je fais, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et Mm. j'oublie, en fait, parce que pour moi, c'est tellement mon quotidien. J'ai tellement l'habitude d'entendre, la souffrance des gens, mais et de baigner là-dedans que bah, j'oublie parfois à quel point c'est
fondamentale et viscérale. Et voilà, donc ouais, je pense que c'est ça qui fait sens. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton activité aujourd'hui? Ah! Qu'est-ce que j'aime? Honnêtement, faire des podcasts comme ça, moi, je kiffe. Mais oui, déjà, j'adore l'exercice, je trouve ça super chouette et hyper fluide. J'aime bien parler, je pense qu'on l'a Mmh. reconnu, on l'a compris. Et aussi, à travers, des podcasts comme ça me permet justement de diffuser plus largement mon Mmh. message. Parce que moi, toute seule dans mon coin, je sers à rien, quoi. Donc voilà, donc faire des masterclass, faire des podcasts, voilà, participer dans des programmes ailleurs, etc. Ça, vraiment, je kiffe. Même, je pense, encore plus qu'accompagner mes patients. OK. Bon, bah, trop bien. Je suis ravie parce que je pense que du coup, c'est un vrai kiff, que tu sois là dans le podcast. Bon, mais trop bien. Ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui, il ressemble à quoi? Comment tu prends soin de toi? Ah, très bonne question. Eh, Alors, merci. ouais, d'autant plus que, enfin, je vais être tout à fait honnête, mon quotidien aujourd'hui ne ressemble pas à mon quotidien d'il y a 10 jours. Si je t'avais vu il y a 10 jours, je t'aurais dit: «Je bosse trop». Je t'aurais dit: «Je bosse trop» et ça, c'est vraiment un warning chez moi. C'est que je dois vraiment être très vigilante à pas trop bosser. Parce que, ben, voilà, comme tout le monde, quand on est passionné, on a tendance à se laisser un petit peu déborder. Mais j'ai justement travaillé ça, en coaching très récemment, genre il y a 10 jours, Mmh. où en fait, voilà, il faut vraiment, c'est super important pour moi de remettre, mon bien-être, au centre et c'est vraiment comme ça que je suis la meilleure dans mon boulot et que je kiffe. Mmh. Donc là, à l'heure actuelle, je commence d'abord par, écrire, écouter de la musique, repasser même par des techniques corporelles, comme, une technique qu'on vient de voir toutes les 2 dans un séminaire il y a 10 jours, voilà, me mettre en posture, de guerrière, des choses comme ça, faire du yin yoga. Je commence ma journée comme ça et puis, voilà, je vaque à mes occupations, soit des consultations, soit, répondre à des mails, soit avoir des rendez-vous et cetera et puis, mais vraiment j'essaye de plus me charger la barre comme j'ai pu le faire jusqu'à il y a quelques jours et aller promener mon chien tous les jours, aller au sport 2-3 fois par semaine, voir mes amis, 2-3 fois par semaine aussi, y passer du temps en amoureux, c'est super important Mmh. pour moi. Donc voilà, un juste équilibre de tout ça. Quel regard tu portes sur ton parcours aujourd'hui? Tu vois quelles croyances tu avais et qu'aujourd'hui tu as dépassées? Oh alors il y en a beaucoup. Déjà mon rapport à l'argent, oh mon Dieu, s'il y en avait un, un principal, clairement ce serait celui-là. Moi j'ai été éduquée dans le manque, hein, d'accord? J'ai vraiment, mon papa a perdu son travail quand j'avais 8 ans, ma maman a dû recommencer à travailler, ma maman m'a transmis énormément de peurs liées à l'argent. On n'achetait pas de Nutella, pas parce que c'était pas bon pour la santé, mais parce que ça coûtait trop cher. Vraiment j'ai OK. été éduquée, très clairement là-dedans. Donc ça m'a hyper fort challengée d'augmenter mes tarifs, de faire une offre, de parler de mes tarifs, de faire des appels découvertes, et cetera. Donc oui, ça vraiment et maintenant, je pense que, mes tarifs forcément n'ont jamais été aussi hauts que maintenant, mais je suis ultra alignée avec ça et ça ne me pose aucun problème et même si quelqu'un me dit: «Oh là là, quand même c'est un budget», je dis: «Oui, c'est vrai, c'est un budget, c'est un investissement» et ça ne me pose plus aucun problème, par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le plus gros et puis après, je pense qu'à chaque étape, il y a des challenges. À chaque étape, il y a des challenges. Voilà, mes challenges d'il y a 1 an n'étaient pas les mêmes que ceux de maintenant. Cette année-ci, par exemple, j'ai dû faire un gros travail aussi sur, mes relations, sur les personnes qui m'entouraient et qui, en fait, ne me tiraient pas tant vers le haut que ce que je pensais. Voilà et c'est des choses auxquelles, je savais que c'était là un peu en soum-soum, mais j'avais pas envie de m'y atteler. Voilà, par exemple, mais là, ouais, je veux dire que je ouais, il y a un gros travail sur moi, un gros travail sur l'argent et un gros travail sur la perception que j'ai de moi-même, quoi. Mmh. Et est-ce que tu te pensais capable d'accomplir, tout ce que tu as accompli, aujourd'hui? Mmh, très bonne. Ah ouais, toutes tes questions sont très, très bonnes, Lucie, Eh je tiens à merci! le je tiens à le dire. Est-ce que je me sentais capable? J'avais envie, Mmh. j'étais, hem ouais, j'avais envie. Est-ce que je m'en sentais capable? Je pense que je me rendais pas compte de tous les challenges qui allaient nécessiter d'arriver là où j'en suis maintenant. Par exemple, faire le lien entre mes amitiés
et mon chiffre d'affaires, j'aurais jamais fait, tu vois, par exemple. Mm. Ça me serait jamais venu comme ça à l'esprit, mais il est pourtant existant. Donc, oui, parce que je pense que j'ai une confiance en moi qui est là. J'ai pas toujours eu une bonne estime de moi, mais j'ai toujours eu quand même une bonne confiance en moi. Et donc voilà, c'est un peu, bah oui, moi, dis-moi ce que je dois faire et je vais le faire. Ça, c'est un peu mon Ok. côté aussi bon élève, hein. Si tu me dis ce que je dois faire, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, je peux avoir des blocages inconscients qui viennent un petit peu me barrer la route. Et encore, voilà. Donc, ouais, c'est question pas aussi, enfin, réponse pas aussi fluide que ta question, mais c'est difficile d'être ouais, simpliste sur une réponse comme ça. Euh, on dit souvent quand on est son premier client, qu'est-ce que Ouais. tu t'appliques toi ton quotidien pour ton sommeil? Parce que des fois je te vois en story avec ton petit appareil Ouais, de avec tes lunettes, luminothérapie. ouais, ma luminothérapie. Ouais, mais par exemple, la luminothérapie, mais en fait, c'est très comique, mais moi, mon sommeil, c'est mon sanctuaire, quoi. Et d'ailleurs, Cool. ma coach, parfois, est piégée aussi. Elle me dit, oui, mais elle dit, toi, en fait, toi, tu dors toujours bien. C'est ça le problème. Elle dit, c'est problématique parce qu'elle dit, d'habitude, les gens, une des premières choses qui pêchent quand l'équilibre n'est plus là, c'est le sommeil. Et moi, pas. Moi, mon sommeil, ça va toujours bien. Parce que je m'applique exactement les principes, voilà, oui, de préparer mon sommeil en journée, d'écouter mon corps pour aller dormir, etc. De pas ruminer, enfin, je rumine jamais la nuit, voilà, des choses comme ça. Mais ouais, donc moi, mon sommeil, c'est vraiment mon sanctuaire. Est-ce que pour toi le sommeil c'est la clé du bien-être? Ah oui, une des clés, ça c'est sûr et certain. Ok. Ouais, c'est un des Mm. piliers, c'est sûr. Est-ce que tu aurais une anecdote, un retour client à nous partager? Peut-être un retour qui t'a marqué? Oui, beh, une de mes patientes là récentes, qui en fait avait vraiment un trouble anxieux généralisé, donc vraiment une anxiété qui pétait le plafond et ça prenait même des formes de TOC, hein, de troubles obsessionnels compulsifs et elle dormait pas. Et en fait, je trouve ça hyper courageux de sa part d'être venue vers moi parce qu'elle aurait pu clairement aller voir une spécialiste du TOC. Bah, en fait, le truc, c'est qu'elle était déjà allée voir des psys, hein, et qu'en fait, bah, son sommeil n'allait toujours pas mieux. Et le truc, c'est qu'on a travaillé forcément son sommeil parce que moi, je dis toujours, je rentre par la porte du sommeil. Je connais très bien le TOC et l'anxiété, il y a pas de souci, mais on aborde avant toute chose le sommeil et comme de par hasard, mon anxiété a chuté drastiquement. Donc et ça, c'était vraiment une belle victoire parce que moi, de séance en séance, je la voyais vraiment s'apaiser, parler plus lentement, être plus posée et cetera et je lui disais, je dis: «Mais tu te rends compte? Mais j'y regarde voilà, le trajet que tu fais, le parcours que tu fais, c'est incroyable» et vraiment, elle a pu même s'exposer dans son anxiété à des situations auxquelles elle aurait jamais pu s'exposer avant, bah, du fait de mieux dormir, quoi. Mmh. Et c'est qu'est-ce que ça t'a fait ce retour? Franchement, elle m'a hyper fort touchée parce que déjà, elle est hyper touchante, cette patiente-là et en fait, ça m'a confortée dans le fait, que, bah, oui, le sommeil, c'est la base et que, ben, quand on se pose parfois la question entre: «Est-ce que je dois d'abord gérer mon stress ou d'abord dormir?» Beh, pour moi, évidemment, on va dire que je prêche pour ma chapelle, mais les faits sont là. Quand on dort mieux, l'anxiété diminue. C'est Mmh. physiologique, parce que quand on dort mieux, le cortisol est mieux régulé. Donc c'est logique. Moi, j'accompagne des personnes qui sont en transition professionnelle. Mmh. Parfois, tu vois, post-burnout, lancement d'activité aussi. En tout cas, Yes. leur point commun, c'est que le sommeil, s'est perturbé. Mmh. Quels tips, toi, tu aurais à partager? Un tips que j'aurais à partager spécifiquement pour la situation dans laquelle elles se trouvent, c'est vraiment de prendre le temps en journée de vivre et d'accueillir leurs émotions. Parce qu'en fait, je suis passée par là aussi, un lancement d'activité et Oui. cetera. Mmh. On aurait tendance à se dire: «Mais moi, je peux travailler tout le temps, Mmh. partout, tout le temps et non-stop» et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne se met pas de limite. Et on a tendance, bah, forcément, du coup, à grappiller sur le sommeil. On prend son téléphone dans le lit, on scrolle, voilà, on va dormir plus tard, on a des idées qui émergent la nuit, donc on se lève et on va les écrire. Et en fait, si on commence à alimenter ça, on rentre dans vraiment un cercle vicieux qui vient entretenir le problème de sommeil. Et donc, non, alors c'est génial d'avoir des bonnes idées, c'est génial de les avoir la nuit, très bien, mais si elles émergent la nuit, c'est qu'elles sont quand même là.
ton cerveau, s'il est capable de générer une idée la nuit, il est totalement capable de la générer en journée aussi. Donc l'idée, c'est de dire non, c'est pas le moment. L'idée, elle est géniale. À la limite, je me mets un petit moyen mnémotechnique pour m'en souvenir demain, mais je ne me relève pas et je ne prends pas note et je ne laisse pas ma créativité se libérer entre 2 heures et 3 heures du matin parce que, en fait, sinon, c'est comme ça qu'on développe un trou du sommeil. Et tu vois, dans les personnes aussi que j'accompagne, il y en a qui ont aussi, tu vois, une expertise et qui l'exploitent pas forcément, tu vois, par peur aussi de se nicher, de se Yes. spécialiser. Et je trouve Oui. que toi, tu as vraiment cette casquette-là de t'être vraiment niché, spécialisé. Donc, est-ce Oui. que tu aurais un conseil aussi à transmettre voilà, sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du bien-être, de l'accompagnement et tout dans les personnes qui t'écoutent? Parce que Ça peut ou ça peut être sur des sujets, tu vois, je pensais à une personne qui comme était coureur, tu vois, s'y connaissait beaucoup dans le Hmm. choix des chaussures, Ouais. par exemple. Oui, mais c'est pour donner un exemple, pour être sûr de ne pas donner un exemple qui est trop niché, enfin qui est trop spécifique. Ok. En fait, c'est, moi, quelque chose qui m'aide à comprendre l'importance de se nicher, c'est que les personnes, elles vont venir voir un professionnel par rapport à leurs problématiques à elles. Elles s'en foutent complet de qui, enfin pas de qui tu es, mais elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir une solution à leurs problèmes à elles. Et on Mmh. est tous comme ça. Moi, si j'ai des problèmes digestifs, par exemple, ce qui est totalement mon cas, je vais aller voir une diététicienne qui est spécialisée dans le SI. Ça Mmh. semble logique. Et donc, en fait, je vais pas dire, je m'en fous exactement de où est-ce qu'elle est allée se former. Moi, je veux que son expertise, ce soit d'être spécialisée pour mon problème à moi. Et en fait, le problème, et moi, c'est ce que je constate beaucoup chez les personnes qui sont dans l'accompagnement, c'est qu'on parle de nos diplômes, on se planque derrière notre expertise, etc. Mais en fait, on ne rend pas ça compréhensible pour l'autre. Moi, si je te dis, donc moi je suis psychologue TCC, formée en TCCI à Paris Descartes, tu ne comprends strictement rien de ce que je dis. Par contre, si je te dis, moi en fait, je t'aide à dormir de manière continue, là, en fait, ça te parle. Parce que toi, ton problème à toi, c'est de mal dormir. Et en fait, voilà. Donc moi-même, voilà, j'explique que je suis psy pour expliquer aussi un petit peu mon parcours. Mais par exemple, j'aime pas dire que je suis psy. Je n'aime pas dire que je suis psy parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont l'a priori de ah quand je vais chez un psy, c'est pour être allongé sur un canapé et parler pendant 10 ans. Moi, je suis pas ce genre de psy, tu vois. Mmh. Donc voilà, il faut vraiment se nicher pour exprimer et pour faire comprendre à l'autre ce que l'on fait. OK, très, très bien, j'aime beaucoup ta réponse. Moi, je te suis, sur les réseaux, tu vois? Et il y a plein d'idées reçues que tu déconstruis aussi sur Oui. ton compte et que j'aime beaucoup, notamment le dormir avant minuit. Ah Et oui, ça c'est ma croix actuelle, ça, parce qu'on l'entend beaucoup de aller dormir à 22 heures parce que c'est entre 22 heures et minuit que l'on fait plus de sommeil profond et donc un sommeil plus récupérateur, etc., etc., etc. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la physiologie du sommeil, c'est au plus tu es éveillé, au plus tu vas accumuler une hormone qui s'appelle l'adénosine et cette hormone va te permettre de faire plus de sommeil profond. OK? Donc, déjà, c'est pas du tout ton heure de coucher qui va être déterminante, c'est la durée d'éveil. Donc, si tu penses à ça, c'est déjà ton heure de lever qui va être déterminante. OK? Mmh. C'est ton heure de lever et le temps que tu as passé éveillé. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas dormir, au plus tu as été éveillé, au plus tu feras du sommeil profond parce que tu seras ce que l'on appelle en dette de sommeil. OK? Tu Mmh. auras une pression de sommeil élevée. D'autant plus, pourquoi est-ce que je suis fâchée quand j'entends ça? Ah, on le sent, hein, dans ma voix que je commence à mousser, à me faire mousser toute seule. C'est, qu'en plus de ça, on a notre rythme circadien, donc on est régulé, par des synchroniseurs, la lumière et cetera, qui font que nous sommes des animaux diurnes, qu'on est éveillés le jour et qu'on dorme la nuit, mais on n'a pas tous exactement le même rythme circadien. Il y a des personnes qui ont un rythme circadien qui est plutôt avancé, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont se lever tôt le matin et qui vont se coucher tôt le soir. OK. Donc ces personnes-là, je suis tout à fait d'accord, elles doivent aller dormir avant minuit parce que c'est vraiment leur meilleur moment et de toute façon, Mmh. ça fait suffisamment longtemps qu'elles sont réveillées puisqu'elles sont réveillées depuis 6h30 du matin, donc il y a pas de souci. OK? Par contre, là où ça pose vraiment problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont un rythme circadien qui est plutôt du soir. Ce sont des personnes qui naturellement vont se réveiller tard et qui vont aller se coucher tard.
Et en fait, c'est pour ces personnes-là que ça pose problème, parce que ces personnes-là, déjà, qu'elles culpabilisent, puisque ce n'est pas un chronotype, c'est pas un fonctionnement qui est Ouais. très bien vu dans la société, parce que ça fait flemmard quand même, hein, de se lever à 9 h du matin et d'arriver à 10 h 30 au boulot, hein, on est d'accord? Enfin, dans la mentalité de la société. Et donc, en fait, ces personnes-là, elles vont intérioriser et intégrer le fait que oui, mais je dois aller dormir tôt, donc je vais aller me coucher à 22 heures. Sauf que ces personnes-là, physiologiquement, n'ont pas la capacité de s'endormir avant minuit, puisque Mm. la mélatonine se sécrète plus tard. Donc, ces personnes-là, elles ne doivent pas aller dormir avant minuit, elles doivent même aller dormir à minuit, voire à 1 h du matin, et ça leur convient très bien comme ça. Et c'est pour ça que ça me fâche, parce qu'en fait, si on continue à véhiculer ce genre de message qui est totalement faux, en fait, on crée des problèmes de sommeil. Et c'est ça, moi, qui m'emmerde. Parce que, pardon, c'est parce que, en fait, moi, je récupère des personnes qui ont ces croyances-là et qui mettent ces conseils-là en application depuis 10 ans. Sauf que ça ne marche pas et ça leur crée des problèmes de sommeil. Je reçois en consultation des personnes qui vont dormir à 21 h 30 et qui ne s'endorment pas avant 1 h du matin. Mais je Mais peux elles font t'assurer que tu quoi? pètes un plomb, hein. Bah Bah, oui. tu tournes les pouces, tu t'énerves, tu te retournes, tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Comment est-ce que je vais réussir à gérer demain? Nanani, nanana. C'est ça qui se passe. C'est ça la Mm. réalité des gens qui ont des troubles du sommeil. Et donc, vraiment, c'est néfaste de véhiculer des messages pareils. Et C'est dit. oui, c'est ton espace de parole, tu as le droit. C'est très clair. Moi, ça me fait aussi rebondir sur un truc où tu vois, moi, j'accompagne aussi des personnes et qui ben, vont se retrouver dans une entreprise où il y a les horaires, par exemple, imposés, Ouais. alors que tu disais, bah voilà, il y en a qui, à 9 h, bah, ils se lèvent et Oui. c'est le bon temps pour eux. Donc voilà, Oui. est-ce que toi, tu as des préconisations par rapport à ça? Bah, on essaye toujours de trouver un compromis. C'est la même chose avec les Mm. horaires de travail, c'est la même chose avec des enfants qui se lèvent très tôt, par exemple. Ouais, Il y a l'idéal et puis il y a la réalité. On essaye ouais. de trouver un juste milieu entre tout ça. Voilà, il y a parfois ce qu'on va vraiment chercher à éviter chez les personnes qui ont, par exemple, un chronotype du soir, c'est vraiment d'avoir un boulot qui commence très tôt le matin. Mm. L'idéal, c'est d'avoir un boulot qui permet des horaires flexibles, hein. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, on peut pas aller contre sa propre nature. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, je travaille à la poste et que je dois être dans ma camionnette et distribuer le courrier à 5 h du matin alors que j'ai un chronotype du soir, mais par les portes ou par la fenêtre, ça va pas passer. Enfin Mm. si, tu vas peut-être tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, Mm. mais à un moment donné, ça va coincer. Et beh, voilà, quand ça coince vraiment fort, ben, on discute de changer de travail. Mm. Mm. Et voilà, c'est difficile d'aller contre ça. Je crois que tu as un avis aussi sur la mélatonine. Oui. Alors, la vie est un petit peu plus nuancée quand même que sur l'autre discours. Alors, la mélatonine en tant que telle, c'est une substance qui peut être efficace soit pour l'endormissement, soit pour ce que l'on appelle les retards de phase. Donc, vraiment, par exemple, les adolescents qui vont se coucher à 3 4 heures du matin et qui n'arrivent pas à se lever le matin. Ça, c'est ce que la science dit. Par contre, dans les faits, ce qui pop partout, c'est les sprays à base de mélatonine, c'est les gummies à base de mélatonine, c'est les compléments alimentaires où il y a un mix de tout avec la mélatonine. Et quand on regarde un petit peu le dosage dans ces produits-là, on est à 0,29, 0,5. Et en fait, ça, c'est totalement, voilà, je vais pas dire placebo, mais c'est sans effet prouvé scientifiquement. Donc en fait, prendre ça ou prendre autre chose, bah, c'est le même. Et, et là où moi, en tant que personne qui accompagne des troubles du sommeil, beh, évidemment, moi, je vais travailler avec mes patients le fait de retirer ça. Pourquoi? Parce que ça crée une dépendance psychologique. Mm. Une dépendance psychologique, c'est: «J'ai besoin de prendre ça pour dormir et donc si je ne le prends pas, ça ne va pas aller». Tu vois? Et comme nous, on réapprend à dormir, beh, forcément, à un moment donné, on questionne ça. Tout comme, Mm. alors là, je mets tout dans le même panier, hein. Je mets la mélatonine dans le même panier, je mets, la valériane, la passiflore, les huiles de CBD, le Xanax, le Zolpidem, tout ce qu'on veut, hein. Là, pour le principe de mécanisme psychologique, même combat, hein. Ouais. Donc c'est le même fonctionnement pour tout, quoi. Mm. Tu dis souvent que la nuit se prépare dans la journée. Oui. Oui, la nuit se prépare dans la journée, tout simplement, mais voilà, comme je l'ai un petit peu expliqué juste avant, hem, entre autres, grâce à l'adénosine, beh, on a déjà vu que le fait de me lever le matin, par exemple à heure fixe, beh, je vais avoir une prédictibilité sur ma capacité à m'endormir le soir. Si je prends des exemples extrêmes pour illustrer mes propos. Si un jour je me lève à 6 h du matin et que le lendemain je me lève à 10,
on est d'accord que ma capacité à dormir ne sera pas la même à 22 heures les 2 Mhm. jours. OK? Donc Ouais. ça, c'est un exemple très concret et très facile à comprendre de la nuit se prépare déjà le jour. Et pourtant, dans les faits, la majorité des gens, en tout cas, qui ont du mal à dormir, commencent à paniquer une fois le soir venu. Comme si la nuit se rapproche, alors on commence à paniquer. Alors qu'en fait, vous avez encore plein de choses que vous pouvez mettre en place. Je parle évidemment du temps d'éveil, mais je parle aussi de la gestion des émotions. Hein, Mm. c'est pas au moment d'aller dormir qu'on commence à gérer ses ruminations, qu'on commence à gérer ses angoisses. Là, je suis d'accord, c'est un petit peu tard. Au plus je vais accueillir mes émotions, accueillir ma créativité, ma productivité, mes ruminations, mes angoisses, etc. en journée, au moins ça viendra me polluer la nuit, évidemment. D'accord? Donc ça fait aussi partie. Voilà. Et puis, tout notre rythme circadien. Au plus je vais mettre en place des choses qui vont booster mon rythme circadien, comme la luminothérapie, on en a un petit peu parlé, la luminothérapie, le fait de faire du sport, etc., au plus ça va aider ma nuit, en tout cas, et la qualité de mon sommeil. Mm. Et ton avis sur les écrans? Alors, les écrans, évidemment, physiologiquement, un écran projette de la lumière bleue qui vient bloquer de la mélatonine. Ça c'est physiologique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut éviter les écrans, etc., etc. Je peux pas être contre ça. Je peux pas, voilà, je peux rien dire contre ça. Ça, c'est vrai. Physiologiquement, c'est vrai. Par contre, 2 choses qu'il faut savoir qui me fait un peu nuancer les propos par rapport aux écrans. La première, c'est que quand la mélatonine elle est bloquée, elle n'est pas supprimée, elle ne se détruit pas, elle est bloquée. Donc ça veut dire que si tu reclapes ton écran, ton ordi, ou si tu arrêtes de regarder ton smartphone, la mélatonine, elle va se resécréter. Tu Mm. vois? Donc en fait, ça va juste décaler, enfin juste, ça va décaler ta capacité à t'endormir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu fais sur ton écran? Tu vois? Est-ce que vraiment c'est une bonne chose de dire à une maman qui profite de sa série avec son chéri, après avoir couché les enfants, que, non, il faut arrêter les écrans? Moi, je suis pas de cette team-là Ok. parce que en fait, si c'est un moment de plaisir, si c'est un moment pour Ouais. débrancher ton cerveau, just do it, quoi. Par contre, si c'est être sur son smartphone pour scroller, du coup, pour libérer de la dopamine en plus, au-delà de l'écran. Voilà, donc pour activer et cetera et en plus de ça, en même temps, tu reçois un mail d'un patron ou d'un client un petit peu tatillon qui t'envoie: «Urgent, grosse boulette!» Voilà, bon, j'exagère, hein, évidemment, mais forcément, ça risque d'activer un petit peu ton stress de recevoir ça, tu vois? Donc je nuance les propos par rapport aux écrans. Oui, je suis d'accord, c'est pas idéal d'avoir les écrans devant les yeux jusqu'au moment d'aller dormir, hein. Scroller dans son lit, on est d'accord que c'est vraiment la dernière chose à faire, entièrement d'accord. Mais par contre, je ne suis pas du style à dire qu'il faut arrêter de regarder la télévision le soir, quoi. Ok. C'est nuancé, tout. Je peux être nuancée quand même parfois. Oui. Alors, ce podcast, il t'appelle N'oubliez pas de rêver. Moi, je suis une grande rêveuse. La nuit, je me souviens des rêves le matin, Ah oui, très trop bien. souvent. Voilà, je voulais que tu expliques aussi, c'est quoi le mécanisme des rêves? Ah oui, ça, c'est vrai que c'était une bonne question. Je m'étais dit que, moi, je suis pas du tout spécialiste des rêves. Je peux en fait, ce que je peux te dire par rapport aux rêves, c'est que on rêve de préférence dans le sommeil paradoxal, dans le stade du Ouais. sommeil paradoxal. Après, je vais pas pouvoir te dire les interprétations des rêves ou des choses comme Ah ça, non, c'est pas c'est du tout ah oui, d'accord, c'est pas du tout ma spécialité. C'est plutôt qu'en fait, la fonction du sommeil paradoxal, ça va être de réguler nos émotions et d'accueillir ce qui s'est Ok. passé en journée. D'accord? Donc voilà, je veux dire, c'est pour ça que parfois il se passe des trucs bizarres dans nos rêves. Et puis Mm. c'est aussi pour ça, parce que le sommeil paradoxal, c'est le sommeil qu'on fait le plus en fin de nuit. Donc ça explique aussi pourquoi on se souvient de préférence de ses rêves Ok. quand on se réveille, parce qu'en fait, on se réveille généralement quand on est en sommeil paradoxal. Ok. Oui, c'est Voilà. marrant parce que des fois, c'est des trucs que j'ai effectivement vécu dans la journée où tu vois, il y a comme un espèce de Ah, voilà. film, tu vois. Je suis très. Oui, mais voilà. Donc c'est que tu es en train de digérer ce qui Ouais. s'est passé pour toi dans la journée. Ok. Qui sont tes rôles modèles à toi? Qui t'inspire? Mmh. Qui m'inspire? Alors, je le connais pas personnellement, mais la première personne, je pense, c'est Orelsan, Ok. le chanteur, le rappeur, parce que particulièrement, il m'inspire particulièrement depuis que j'ai regardé le documentaire sur lui, que je conseille à tout le monde, surtout les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
et qui ont peur de se planter. Parce que je pense que s'il y a bien une personne qui sait manger des mandales et des râteaux et des hontes publiques, c'est bien lui. Et il est toujours là, d'ailleurs, il sort bientôt encore un nouvel album. Vraiment, mais j'ai un respect, une admiration pour lui. Moi, quand j'étais en début de l'entrepreneuriat, je me disais souvent, attends, si lui, avec tout ce qu'il a vécu, il a réussi à se relever, bah, qui suis-je, moi, pour ne pas me relever, en fait? Enfin, Mm. moi, ce que je vis, c'est un centième, millième de ce que lui, il a vécu. Il s'est quand même fait huer publiquement devant un stade entier, enfin, devant, même devant Diams, devant Booba et tout ça, qui était ses rôle modèle à lui. Et il s'est fait lyncher sur la place publique quand il a sorti certaines chansons où on l'invitait sur des plateaux télé pour le lyncher publiquement. Et il est toujours là, tu vois? Et je me dis, Mm. bah, en fait, ça, c'est vachement inspirant, quoi. Mm. Donc, voilà, donc lui, clairement. Bah, honnêtement, il y a Aline Bartoli qui m'a inspirée, qui m'inspire d'ailleurs toujours, beaucoup dans la bienveillance et dans, les personnes qu'elle arrive à fédérer autour d'elle. Et moi, je sais que quand j'ai créé ma formation à destination des professionnels, j'ai beaucoup pensé à elle. En mode, comment est-ce que je peux créer la meilleure expérience possible pour les autres? Ouais. Et voilà, je pense que ça, c'est elle qui me transmet ça. Et une personne que je ne connais pas du tout, mais que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, c'est Sandra Verger de La Locomotive. Oui, les Voilà, des locomotives, ok. locomotives. J'adore son podcast, je le trouve hyper Ouais. pertinent dans les questions qu'elle pose. Et voilà, mais du coup, je la trouve super inspirante. Top. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager sur le thème du sommeil que tu voudrais que tout le monde entende? Ben, vous l'avez compris déjà, n'allez pas dormir trop tôt. Et écoutez vraiment vos signaux de sommeil pour aller dormir. Donc, attendez de bâiller, d'avoir les yeux qui piquent, etc. N'allez pas dormir parce qu'il est l'heure ou parce que vous avez un emploi du temps chargé demain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le corps, le sommeil ne connaît pas votre agenda. Donc, Mmh. voilà, le corps, il comprend ce qu'il a accumulé. Il ne comprend pas le futur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je pense particulièrement pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent, c'est vraiment, comme je l'ai dit, d'accueillir en journée le plus possible tout ce que vous vivez. Parce qu'en fait, on a envie des trucs en journée, hein. Moi, depuis que je suis entrepreneur, j'ai l'impression de vivre 3 vies en une, hein. Au C'est moins, je très, pense. très stimulant, très gratifiant, mais ça fait beaucoup d'informations à assimiler. Parce que, en fait, si on prend pas le temps en journée, ben, ça risque d'émerger la nuit. Euh, et le dernier conseil, bah, si ça va pas, venez me voir. Je suis plutôt sympa et plutôt efficace. Beh, justement, c'est l'heure de l'instant promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, et je crois que tu as un petit quiz aussi à dispo, sur Ah ton oui, compte. ouais, ouais, ouais. Alors, donc vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, bien dans mon plumard. Depuis récemment sur LinkedIn aussi, hein, Clémence Le Joli. Voilà, donc ça, c'est les deux principaux endroits. Mmh. Et effectivement, j'ai plusieurs choses qui peuvent vous intéresser, soit un guide, c'est les 6 étapes pour mieux dormir, ou alors un quiz, quel dormeur êtes-vous? Donc ça peut être intéressant aussi. Est-ce que tu as des rêves et des projets pour la suite? Ah oui, mais en fait, le truc, c'est que moi, elles arrivent généralement très vite. Et donc, je les mets en application dès que ça arrive. Mais je sais ce que je peux dire de manière globale, c'est que je vois grand. C'est que je vois grand et que je sais qu'il y a tellement de choses à faire. Mmh. Et voilà. Donc, vraiment, développer encore plus, diffuser le message encore plus loin. Et je sais que les thérapeutes et les professionnels que je forme, font partie de ce projet-là aussi. Parce que, ben, en fait, j'emmène les gens avec moi, moi. Voilà, on est tous là pour aider le plus de monde possible. On est 80 millions de francophones à mal dormir dans le monde, donc il y a du taf. Mmh. Avant de te laisser, conclure, l'épisode, je voulais, te remercier parce que cet épisode, c'est le 20e Ah, épisode trop bien. et du coup, voilà, Félicitations. merci. Dans le jargon, on dit qu'on est officiellement podcasteuse, à partir de 20 épisodes, donc Trop voilà, bien. c'est grâce, Bravo. à toi, merci. Ah ben, merci Et à toi. donc je vais te laisser, conclure, l'épisode et donc la seule indication, c'est de terminer, par le titre du podcast «N'oubliez pas de rêver» et voilà, c'est le dernier message que tu as, à partager. Eh bien, j'ai envie de dire, n'oubliez pas de rêver fort, longtemps et grand. Génial, merci beaucoup Clémence.
Merci à C'était toi. chouette. À bientôt. Ciao, ciao.